Dans ce monde, les dieux existent, mais ils ont tous disparu dans d'autres mondes. Les Kashis sont les seuls à pouvoir ramener les dieux dans ce monde en les enfermant dans des perles appelées Sei. Un homme mystérieux parle à notre protagoniste, Ishiyu, et lui montre une technique appelée Totoka. L'homme dit à Ishiyu de marteler chaque détail de la technique dans son esprit, car elle lui permettra de capturer n'importe quel dieu. Une fois qu'Ishiyu sera devenu Akashi, il pourra s'approprier n'importe quel dieu. Il pourra même ramener les légendaires 4 dieux maléfiques dans ce monde. Le plus important pour Ishiyu, c'est que cela lui donnera le pouvoir de libérer son père adoptif de son pilier. Des années plus tard, un homme nommé Tanku sort d'une fontaine et salue les gardiens. Les gardiens se demandent où est Ishiyu, alors Tanku explique qu'il a eu du mal à revenir parce qu'il ne sait pas nager. Tanku panique car c'est de sa faute si Ishiyu s'est noyé, mais il ne peut s'empêcher de rire en voyant la tête d'Ishiyu. Tanku tente de le réveiller, mais en vain. Tanku doit recourir au bouche à bouche, mais Ishiyu se réveille juste à temps pour l'assommer. Les deux se disputent sur l'importance d'apprendre à nager, mais Ishiyu envoie Tanku du haut d'un pont et lui dit d'apprendre à nager à travers les nuages. Ishiyu hurle contre un employé qu'il a envoyé dans un endroit où il n'y a pas de dieu, mais il s'avère que c'est de sa faute. L'employé lui propose de payer cher les perles qu'elle possède déjà, mais Ishiyu ne veut pas s'en séparer. Son erreur est vue par tout le monde et on l'appelle l'infâme raté. Un certain Rakan leur donne à manger, mais ils se disputent parce que Tanku n'arrête pas de taquiner Ishiyu sur le fait qu'il est un raté. Rakan rappelle à Ishiyu qu'il n'est pas un sans-abri et qu'il est en fait un entraîneur compétent. Ishiyu refuse d'être entraîné par Rakan, qui lui propose alors de former Tanku à son tour. Tanku pense qu'Ishiyu a surtout besoin de l'entraînement de Kashi, et ils recommencent à se disputer. Rakan se dit que leur relation est étrange, car Tanku est le dieu serviteur d'Ishiyu. Comme leur nom l'indique, les dieux serviteurs sont censés être totalement obéissants à leur maître, ils iraient même jusqu'à sauter la vie si leur maître leur donnait. Cependant, Tanku et Ishiyu se comportent plutôt comme des amis. L'autre dieu serviteur d'Ishiyu, Kaka, apparaît et doit être nourri. Rakan tente de la nourrir à sa place, mais elle le rejette rapidement. Tanku traite Rakan de gaffeur et n'arrive pas à croire qu'il est un dresseur sérieux. Rakan se sent insulté et promet de leur montrer ce dont il est capable. Ils vont rendre visite à un dieu serviteur nommé Gyuki, qui a enseigné à Rakan tout ce qu'il sait sur l'agriculture. Gyuki montre ce qu'il fait en commençant par réduire une pierre en poussière. Ishiyu pense que c'est un travail plutôt ennuyeux pour un dieu, mais ce monde est couvert de rochers, et il est important de préparer les champs pour que les fermiers puissent cultiver de la nourriture. Il y a bien longtemps, lorsque 8 millions de dieux existaient, ce monde regorgeait de fleurs, de verdure et de nourriture. Cependant, lorsque les dieux ont disparu, la terre est devenue stérile et sans vie. Gyuki s'apprête à enterrer un ver qui rendra la santé à la terre, mais Rakan lui fait remarquer que ce ver est bon marché et qu'il ne donnera pas une bonne récolte. Gyuki ne faisait que ce que son maître lui avait dit de faire, et ce dernier, nommé Bui, arrive. Ishiyu traite immédiatement Bui d'escroc parce qu'il allait utiliser le ver bon marché pour faire croire que la terre était saine et qu'il allait ensuite la vendre comme terre agricole. Ishiyu dit qu'il va devoir le dénoncer, et Bui accuse Gyuki de l'avoir démasqué. Bui tourne sa colère vers Ishiyu et reconnaît qu'il est le pire Kashi de l'histoire. Bui commence à se moquer des dieux serviteurs d'Ishiyu parce qu'ils n'ont pas l'air entraînés, mais Kaka lui donne un coup de pied en plein visage. Kaka lui donne une bonne correction et s'en va, mais il donne d'abord quelque chose à Gyuki. Gyuki explique que son maître n'est pas fâché à cause de ce qu'il lui a donné, et Ishiyu lui demande s'il peut l'avoir. Gyuki refuse de donner le cadeau de son maître, mais il aime bien le collier d'Ishiyu. Rakan lui dit que c'est une demande ridicule, mais Ishiyu choque tout le monde en acceptant l'échange. Tout le monde essaie de le convaincre de ne pas échanger son Sei, alors Ishiyu le donne à Gyuki pour une journée. Après leur départ, Rakan se demande pourquoi il voulait tant cet objet. Ishiyu lui montre alors que Bui menaçait Gyuki. Il lui a donné une carte de réduction pour un marché de viande en menaçant de le vendre comme une vache à abattre. Rakan est dégoûté par le comportement de Bui envers son dieu serviteur, mais tout le monde est étonné qu'Ishiyu ait emporté la carte avant que Gyuki ne s'en aperçoive. Gyuki admire les perles Sei, mais Bui arrive et se demande où il les a trouvées. Gyuki explique qu'il est censé les rendre à Ishiyu, mais Bui a ses propres projets. Notre groupe termine le repas offert par Rakan, mais quelque chose ne va pas avec Kaka. Rakan panique car il est clair que quelque chose arrive aux perles Sei d'Ishiyu, et Ishiyu détermine que le contrat de Kaka n'est pas respecté. Kaka se transforme alors qu'Ishiyu perd le contrôle sur elle, et elle s'enfuit. De retour auprès de Bui, il termine un rituel qui rompt le contrat entre le serviteur et le maître. Son but est de ruiner Ishiyu, car il est sûr qu'il ne sera même plus Kashi après que tout cela aura été découvert. À ce moment-là, Gyuki panique et Bui sort de chez lui pour trouver Kaka transformé. Elle libère sa voix et Gyuki supplie son maître de s'enfuir alors qu'il commence à se transformer. Gyuki se déchaîne, car il est désormais sous le contrôle de Kaka, et Bui le supplie de lui laisser la vie sauve.
Kaka ordonne à la bête d'éliminer Bui, mais un homme aux cheveux blancs sort de nulle part pour le sauver. Bui est choqué lorsqu'il réalise qu'il s'agit de Tankou, et ce dernier lui dit de ne pas s'adresser à lui de façon aussi désinvolte. Kaka demande à Tankou de s'éloigner pour qu'elle puisse punir Bui, et Tankou reconnaît que le monde se porterait mieux sans cet abruti. Ichiyo arrive pour réprimander Tankou d'avoir encouragé Kaka, et il ordonne à Kaka de se retirer. Kaka est déterminé à faire payer Bui pour avoir insulté son maître, mais Ichiyo menace de la punir, ce qui la laisse sans voix. Il lui dit que les gardes vont bientôt arriver et qu'elle recevra une terrible punition si elle blesse un humain. Kaka se met à pleurer, mais sa voix fait beaucoup de mal à tout le monde. Bui rend ses perles à Ichiyo, qui commence alors à forger le contrat. Ichiyo exécute le Totoka et les dieux restent bouche bée. Même Bui est impressionné par le rituel et ne peut croire qu'il s'agit du fameux échec. Tankou explique que ce n'est pas à cause de la danse du Totoka qu'Ichiyo a échoué. Il dit à Bui de se boucher les oreilles car le rituel n'est pas terminé et la dernière partie est très intense. Ichiyo entame la partie chantée de son Totoka, mais ce n'est pas aussi beau que la danse, c'est plus comme des cris, mais c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un Totoka ordinaire, et c'est parce qu'Ichiyo ne peut pas chanter pour sauver sa vie. Normalement, les dieux sont charmés par le Totoka, ce qui conduit à la formation du contrat. Ichiyo, quant à lui, est complètement sourd. Son rituel utilise son mauvais chant pour rendre les dieux inconscients, et le contrat est conclu par la force. Gyuki est devenu un bébé impuissant, mais Tankou dit qu'il a eu de la chance, s'il avait été touché directement par le chant d'Ichiyo, il serait mort. Bui est stupéfait d'apprendre tout cela et se demande quelle est la force réelle d'Ichiyo. Survivre au chant d'Ichiyo signifie que ses dieux serviteurs doivent aussi être extrêmement puissants, mais Tankou affirme qu'il n'est rien d'autre que lui-même. Plus tard, Rakan explique qu'il ne peut pas rendre à Gyuki son apparence d'antan et qu'il va donc s'occuper de lui à partir de maintenant. Il était la source de revenus de Bui, qui va donc devoir gagner sa vie sans lui. Une bagarre éclate entre les petits dieux, ce qui détend l'atmosphère, mais un homme très en colère apparaît pour emmener Ichiyo. Il s'appelle Shuri et emmène Ichiyo voir Tekkei. Ichiyo explique qu'il n'a trouvé aucun dieu dans la région du Japon où il s'est rendu, mais les gars lui disent qu'il a tout faux. Ils expliquent que la plupart des dieux sont partis pour un festival auquel ils participent chaque année, mais que certains d'entre eux sont restés pour monter la garde. Ichiyo est confus, et ils poursuivent en disant qu'ils n'ont pas envoyé Ichiyo au Japon pour trouver des dieux faibles. Ichiyo est abasourdi lorsqu'il réalise qu'ils l'ont envoyé là-bas pour trouver les 4 mots. De plus en plus de tremblements de terre se produisent dans ce monde, il faut donc ramener les 4 mots pour qu'ils deviennent les piliers qui soutiennent la terre. En ce moment, le grand-père d'Ichiyo, nommé Akugo, soutient le monde en tant que pilier. Mais cela lui coûte beaucoup, et il n'est pas certain qu'il puisse tenir encore longtemps. C'est pourquoi Ichiyo doit retourner au Japon, et il accepte d'y aller. Les garçons se demandent alors ce qui va se passer en premier, le monde entier va-t-il sombrer ou Ichiyo va-t-il ramener les 4 mots? Un peu plus tard, un garçon profite de son temps libre, mais il est surpris de voir un corps flotter dans l'eau. Le garçon ramène Ichiyo à la maison, où ce dernier se rend compte que Tanko a dû le laisser partir, alors qu'il se téléportait à nouveau. Tanko semble s'attribuer le mérite d'avoir fait en sorte qu'Ichiyo soit ramené sain et sauf à la maison, mais Ichiyo lui reproche de les avoir mis dans cette situation dès le départ. Une petite vieille remercie le dieu de l'océan d'avoir protégé Ichiyo et explique que le dieu de l'océan récupère les personnes perdues en mer. Ichiyo, bien sûr, est très curieux au sujet de ce dieu, et la vieille dame dit à Ryu de l'emmener au sanctuaire. Ce lieu est une petite île du Japon, et Ichiyo est heureuse qu'il soit au moins arrivé à destination. Tanko essaie de s'en attribuer le mérite, mais il finit par en payer le prix. Le petit intello dit qu'il a une sœur, et Ichiyo se demande où elle se trouve en ce moment. Ryu explique qu'elle est sur une autre île parce qu'elle s'y rend chaque année pour prendre des photos d'oiseaux. Ryu dit qu'il n'est pas triste quand elle n'est pas là parce qu'il a tous les autres habitants de l'île pour le réconforter. Apparemment, d'après cet enfant, tous les habitants de l'île veillent les uns sur les autres comme s'il s'agissait d'une famille. La sœur de Ryu se met en colère quand elle est à la maison, alors il préfère quand elle n'est pas là. Cependant, Ryu leur montre avec enthousiasme les photos de sa sœur, et il devient évident qu'ils l'admirent beaucoup. Ils finissent par arriver au sanctuaire, mais il n'y a rien de spécial. Tanko ne détecte pas le dieu du mal, mais il sent une forte présence. Ryu ressent la même chose et explique qu'il a l'impression que quelque chose de précieux a été enfermé dans le sanctuaire. De retour à la maison, les gars trouvent Bui en train de se défoncer. La vieille dame n'a aucune idée de qui est ce type, et les gars nient également le connaître par embarras. Bui les a suivis au Japon parce qu'il a entendu dire qu'Ichiyo avait obtenu un emploi auprès des grands patrons, et il veut en avoir sa part. Malheureusement pour lui, Ichiyo explique que le travail n'est pas bien payé et qu'il lui a été imposé. Ryu est une petite poule mouillée et il se demande si les gars ont peur de leur travail dangereux. Ryu se demande s'ils ont peur de ne pas pouvoir rentrer chez eux un jour, car ils semblent tout à fait à l'aise avec le danger. Ichiyo lui avoue que c'est parfois effrayant, mais que tant que des gens l'attendent à la maison, il ira là où il doit aller et ne cédera pas à ses peurs. Cette nuit-là,
Ichiyo est exaspéré par les ronflements incessants de Bui, mais il a une idée sournoise. Il trouve Tanko dehors et lui dit qu'il n'arrivait pas à dormir parce qu'il faisait chaud à l'intérieur, mais on voit qu'il a ligoté Bui. Tanko a également du mal à dormir, mais c'est parce qu'il entend une cloche chaque fois qu'il ferme les yeux. À ce moment-là, les garçons doivent esquiver un sac à dos volant. Une fille est furieuse parce qu'elle pense qu'ils ne sont que des voyous, et elle leur dit qu'ils ne peuvent pas traiter sa maison comme un repère de gang. Ichiyo s'empresse de lui dire qu'ils sont en fait des touristes et que son frère les laisse séjourner chez elle, mais la jeune fille est totalement déconcertée. Elle explique qu'elle est la seule à vivre dans cette maison, et surtout, qu'elle n'a même pas de petit frère. Tout le monde se précipite dans la maison alors qu'un orage se prépare, et la fille leur pardonne leur intrusion. Avant que les gars ne puissent demander plus d'informations sur le petit garçon, la fille leur donne un tas de matériel d'urgence. Elle va les forcer à sortir pour qu'ils puissent rassembler les personnes âgées vivant seules et les évacuer vers le centre communautaire. Ichiyo la traite de sainte pour avoir fait tout cela, mais elle explique qu'elle ne fait que leur rendre la monnaie de leur pièce. Le groupe brave le mauvais temps et réussit à rassembler tout le monde au centre communautaire. Cela ressemble plus à une fête, car tout le monde est ivre, et la fille donne à Ichiyo le saké local. La fille ne participe pas à toutes les manigances, et elle explique qu'elle vient en fait de Tokyo. Elle s'entend vraiment bien avec tout le monde, mais c'est seulement parce que les habitants de l'île acceptent n'importe qui dans leur famille. La jeune fille révèle ensuite qu'elle a failli mourir lorsqu'elle est arrivée sur l'île. Elle était en train de prendre des photos sur une petite île voisine lorsqu'une violente tempête s'est abattue sur l'île, un peu comme celle qui est en train de se produire en ce moment. Elle est tombée à l'eau, mais s'est retrouvée dans la grotte où se trouve le sanctuaire. C'est là que Ryu l'a trouvée, et les habitants de l'île ont fini par la recueillir. C'est pourquoi elle a l'impression de devoir sa vie à l'île et à tous ses habitants. Ichiyo nie une fois de plus avoir pénétré sur l'île et explique qu'ils ont été rejetés par l'océan, tout comme elle. Heureusement, la vieille mamie confirme toute son histoire, et Ichiyo est heureux d'apprendre que la jeune fille connaît Ryu. La grand-mère s'amuse à rappeler à la jeune fille que Ryu est son frère, mais la jeune fille n'a aucune idée de ce dont elle parle. Elle commence vraiment à penser que la vieille dame devient sénile, mais la grand-mère lui fait remarquer que Ryu n'est sur l'île qu'à chaque fois que la fille y est. Ce qui est encore plus incriminant, c'est qu'il a toujours avec lui des photos basiques et stupides. La fille explique qu'elle les a données au gamin parce qu'elle l'intéressait, mais elle ne sait pas d'où vient le gamin. Ichiyo commence à reconstituer les choses comme un détective, et il se demande si le dieu de l'océan est une femme. La jeune fille confirme que c'est le cas, et Ichiyo comprend que Ryu parlait de deux personnes différentes lorsqu'il a mentionné sa sœur. À ce moment-là, un homme prévient que la tempête est sur le point d'empirer. Ils n'ont d'autre choix que d'évacuer vers la montagne, ce qui arrange bien Ichiyo qui voulait vérifier quelque chose. Personne n'a vu Ryu depuis un moment, mais Ichiyo dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter car il a un pressentiment. Ichiyo demande alors à Tanko de se transformer, et les deux hommes affirment avoir trouvé le coupable des vents mortels. Un rapide coup d'œil dans le ciel montre Ryu couvert d'éclairs. Ryu montre sa vraie forme, celle d'un petit monstre, et Ichiyo peut voir qu'il souffre. Ryu est en fait ce qu'on appelle un Réju, mais pour une raison inconnue, il n'a pas de cornes. Le Réju invoque la foudre pour se régaler, et Tanko pense que, sans ses cornes, il doit souffrir de la faim. C'est alors qu'Ichiyo réalise que les cornes de Ryu doivent se trouver à l'intérieur du sanctuaire, et il s'y précipite. Mais Tanko l'en empêche car le sanctuaire sera bientôt submergé par l'eau. Tanko dit à Ichiyo qu'il aura besoin de son aide, mais il pense qu'il devrait laisser le Réju s'épuiser. Bui est d'accord pour dire qu'il devrait attendre jusqu'à plus tard, mais Ichiyo ne peut pas ignorer les cris de douleur de Ryu. Ichiyo ravale sa fierté et demande poliment de l'aide à Tanko, qui sépare les mers comme Moïse et crée un chemin jusqu'au sanctuaire. Ichiyo ouvre la boîte du sanctuaire pour y trouver les cornes de Ryu, mais elles sont minuscules, ce qui signifie que Ryu devait être un nourrisson lorsqu'il s'est échoué sur l'île. Ichiyo pense que la déesse de l'île les a probablement cachés dans le sanctuaire lorsqu'elle a sauvé Ryu. Réju a la capacité de contrôler la météo, et la déesse voulait sans doute garder le petit garnement sous contrôle. Malheureusement, en brisant le seau, Ryu a complètement perdu le contrôle, mais heureusement, Tanko est là pour les protéger. Les deux s'affrontent, mais Tanko devient furieux lorsque Ryu l'attaque. La colère de Tanko est suffisante pour briser le collier d'Ichiyo, qui tente alors de le calmer. Tanko n'est même pas prêt d'écouter puisqu'il fait tomber une petite boule de poil du ciel et dit à Ryu de bien regarder comment contrôler l'eau. Ichiyo demande à Tanko d'arrêter, mais ce dernier dit à son maître de se retirer et de regarder. Tanko s'apprête alors à mettre fin à la vie de Ryu, mais Ichiyo le repousse d'un coup de botte. Ichiyo propose à Ryu de lui rendre ses cornes, mais cela signifie qu'il devra quitter l'île. Ryu montre qu'il ne veut pas récupérer ses cornes, et Tanko fait remarquer que l'enfant a été gâté toute sa vie, et qu'il a probablement peur du changement. Malheureusement, le corps de Ryu est à bout de souffle, tout comme l'île, et il n'y a pas d'autre moyen pour lui de rester. Ryu devient très déprimé parce qu'il doit porter ses cornes pour survivre, mais Ichiyo lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il peut simplement venir avec lui. Ryu finit par rejoindre le groupe, et Ichiyo ment carrément à la fille. Elle veut savoir où est Ryu, mais Ichiyo lui répond que le garçon a quitté l'île.
Ishio est une sorte de menteur compulsif, et il dit à la fille que Ryu a été inspiré par ses photos, elles lui ont donné envie d'explorer le monde, et c'est ce qu'il fait. La jeune fille souhaite toujours savoir d'où vient l'enfant, alors Ishio lui dit simplement qu'il est un enfant de l'île. De retour dans l'autre monde, les grands pontes vont parler à une dame nommée Renteke. Elle vient de terminer sa conversation avec Akugo, mais ce dernier les a rendus très tendus. Les gars disent qu'ils n'ont pas pu s'en empêcher parce que Akugo est une bête divine ultime du même niveau que le roi dragon. Shuri lui offre un cadeau de la part de son fils, qui essaie de tirer son coup avec elle, mais Riteke est curieux de quelque chose d'autre. Il veut savoir si la reine s'est réconciliée avec Ishio, mais l'expression stupéfaite de la reine montre clairement que ce n'est pas le cas. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.